Salam alaikum Azul, bonsoir. On peut être d'une mouvance ou d'une autre, d'une chapelle idéologique ou une autre. On peut être islamiste ou laïciste, si je peux me permettre. On peut affirmer que l'islamisme n'est pas soluble dans la démocratie. Comme on peut dire que l'islam était fondamentalement démocratique, chouracratique, comme on dit, avant de devenir un outil entre les mains de despotes qui l'utilisaient à leur convenance. On peut dire tout ce qu'on veut, mais personne ne peut dénier aux élections qui viennent de se dérouler en Turquie le rôle primordial qu'elles viennent de jouer, autant pour le peuple turc, dans son ensemble et dans toutes ses différences, que pour l'ensemble de la communauté internationale. Ce sont réellement des élections historiques qui feront date. Ces élections ont en effet une immense importance, non seulement pour le caractère éminemment idéologique, stratégique et sociétal qu'elles revêtent, mais aussi et surtout pour la perception de la démocratie en terre d'islam telle qu'elle se décline présentement et telle qu'elle a été conditionnée par les uns et les autres, où la manipulation des uns le dispute au fanatisme des autres. Qui ne sait, en effet, que les concepts de démocratie, d'islam et de laïcité sont devenus des otages et des repoussoirs entre les mains de minorités agissantes qui cherchent à faire basculer, chacun de son côté, une grande masse hésitante qui ne sait plus à quoi s'en tenir, à qui se fier et qui croire. Rappelons d'emblée que la Turquie a été le précurseur de la laïcité en terre d'islam, dont tout le système politique, civilisationnel, économique, culturel, sociétal, éducatif, universitaire et j'en passe, a été profondément réaménagé par Mustafa Kemal Atatürk jusqu'à interdire de retranscrire le turc en lettres arabes pour lui substituer le latin, jusqu'à interdire l'arabe, l'usage de l'arabe comme langue liturgique de la prière pour la remplacer par le turc, jusqu'à désavouer le port du voile et du tarbouch pour imposer celui de la jupe et du chapeau. Et d'innombrables autres mesures qui ne cachaient pas leur hostilité ouverte à la seule symbolique de l'islam dans la vie des Turcs et dans leur système politique, ont été imposées à la hussarde et ont fait croire pendant des décennies que la Turquie s'était définitivement détachée de son islamité systémique, qu'elle s'était irréversiblement occidentalisée, qu'elle avait largué pour de bon ses amarres ottomanes. Pourtant, malgré l'utilisation de tous les moyens, la presse, l'école, l'université, une propagande inlassable et même la force, la Turquie n'avait changé que par ses dehors et par certaines de ses élites, bien sûr. Sous le vernis occidental, la braise ardente de l'identité ancestrale continuait de palpiter pour faire flamber de nouveau le foyer civilisationnel musulman, mais dans l'adaptation à la modernité, à la démocratie, aux valeurs universelles des droits de l'homme, même si du chemin, parfois beaucoup de chemin, reste à parcourir, même si des équilibres restent à trouver, même si des fonds de commerce opportunistes continuent d'être utilisés. Cette victoire d'Erdogan, de sa formation politique, de l'alliance de l'AKP avec une formation de droite ultranationaliste, est un tournant dans le tournant. Les islamistes turcs, même si eux-mêmes ne revendiquent pas ouvertement cette appartenance, cette appellation,
sont en train de démontrer par les faits et par la volonté populaire que l'islamisme politique peut entrer dans des cadres démocratiques, qu'il peut s'adapter à des contextes qui semblaient être incompatibles avec son projet de société. Mais l'expérience turque ne fait que commencer. Trop d'efforts, d'argent, de stratégie, de conditionnement des masses, de propagande, de manipulation, voire même de complots terroristes ont été mis en branle pour agiter les épouvantails, faire peur aux opinions publiques occidentales, donner de l'islam l'image la plus horripilante qui soit. Trop d'efforts ont été investis des décennies durant, trop de carnage perpétré, trop de pays dévastés, trop de sang à couler pour qu'aujourd'hui, leurs initiateurs, ceux qui tirent les ficelles derrière des rideaux, laissent réussir l'aventure islamiste turque. Il y a trop d'intérêts en jeu, et il n'est pas de l'intérêt de l'Occident et de tous ses alliés, y compris égyptiens, israéliens, saoudiens et émiratis, de permettre que des équilibres très sensibles soient ainsi bousculés. Les ressources des tireurs de ficelles sont inépuisables, et il ne faut pas douter qu'elles vont être davantage renflouées. Mais ce sera compté sans le peuple turc. Rappelez-vous la tentative du coup d'État de juillet 2016. Face aux chars et à la troupe putschiste, ce ne sont pas les islamistes turcs qui se sont dressés, mais tout le peuple turc, laïque en tête, pour dire que la Turquie était devenue une république démocratique, dont les équilibres ne peuvent être changés que par la voie des urnes, et par les urnes seulement. C'est avec cela que les forces qui manipulent les peuples devront compter. Aujourd'hui. Le point. Turquie. Erdogan remporte l'élection présidentielle. TSA. Turquie. Réélu, Erdogan devient l'hyper-président par Sarah Belhadi. La Dépêche. Turquie. Erdogan conforté dans sa ligne politique dure. La Turquie, le tournant dans le tournant. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous aurons avec nous Gerfa Badreddine, cadre du FIS, Tabou Karim, président du parti Union démocratique et sociale, Mariouba Yahya, journaliste. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, merci aux invités. Alors, Karim Tabou, d'abord, vos premières impressions sur ces élections, rappelons-le, législatives et présidentielles qui sont déroulées en Turquie. Rappelons que le taux de participation a été de 87%, qu'Erdogan a été élu à 52,5% et que le principal rival d'Erdogan a reconnu sa défaite et qui n'a pas dénoncé une quelconque fraude, même s'il a parlé de tentatives de fraude ici et là. Karim Tabou. En tout cas, c'est une bonne chose pour le peuple turc, une expérience démocratique intéressante dans la région, puisque toute la région est chargée de régimes de dictature, de tensions, allant jusqu'à déboucher sur des guerres fratricides. Et voilà un pays qui, dans cet environnement de conflits géopolitiques puissants, d'enjeux de puissance occidentale importante dans la région, mais qui arrive à se sortir de ce piège de la guerre et engager un processus démocratique malgré tous les pièges qui lui sont tendus. Autant dans le taux de participation que dans la puissance du discours politique des dirigeants d'abord, et puis également du peuple qui n'a pas cédé aux sirènes de la violence ô combien sont multiples dans la région et qui continue avec beaucoup de sérénité, beaucoup de sang-froid
a assumé son rôle d'acteur politique majeur. C'est vrai que la Turquie, ces derniers temps, peut relativement souffrir d'un ralentissement économique et puis des retombées directes de la situation sécuritaire régionale, avec comme dossier puissant la gestion des flux migratoires, donc des déplacements de population. Et la Turquie, comme vous le savez bien, est un lieu de passage, est une plaque tournante de tous ces trafics. Mais malgré tout cela, on a vu un peuple, des politiques, on a vu un système qui résiste à toutes les secousses et qui arrive à se sortir des pièges de la guerre. Je pense que c'est une bonne. Deuxième remarque à faire est que c'est bien répandu dans beaucoup de médias occidentaux que l'islam d'une manière générale, que la religion musulmane n'est pas compatible avec la démocratie. Et d'ailleurs, ça sert même de prétexte assez souvent à justifier les soutiens occidentaux au régime de dictature, aux juntes militaires, au système de la guerre, parce qu'on colporte dans les médias l'idée que l'islam est incompatible avec la démocratie et que ce genre entre parenthèses, d'idéologie, il mérite d'être combattu, il mérite d'être empêché d'accéder au rang institutionnel, etc. Mais voilà un bon exemple d'un régime qui vient d'une réalité sociale, d'une réalité d'un peuple qui n'a pas cédé sur ses valeurs, qui n'a pas cédé sur ses principes, mais qui arrive à marier magistralement bien la démocratie, le bonheur social, la justice sociale et puis l'intelligence économique, puisque la Turquie, si on fait un petit comparatif il y a 20 ans, la Turquie était considérée comme un pays qui a souffert de l'inflation, de toutes les contradictions économiques, de l'endettement, et puis de la valeur de sa monnaie qui avait atteint des niveaux records, mais qui, au bout de 20 ans, a pu retrouver sa place, et plus encore, et fait partie du G20, et fait partie des pays qui ont réussi, qui ont négocié autant la transition économique que la transition politique. Oui, mais Karim Tabou, alors j'ai deux questions pour vous. D'abord, nous le savons tous très bien que l'Occident et tous les relais occidentaux ne voient pas d'un très bon œil que des islamistes puissent diriger un pays comme la Turquie, qui, si demain entrait dans l'Europe, deviendrait le premier pays européen le plus peuplé, ce qui ne risque pas d'arriver de toutes les façons. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux, et pas seulement tous ceux qui gravitent autour d'eux, pourraient laisser passer une telle victoire qui pourrait devenir valeur d'exemple, qui pourrait être ramenée aussi à certains autres pays, comme Singapour, comme la Malaisie, qui tout en étant, sans être de vraie théocratie, n'en revendique pas moins le modèle islamiste. Est-ce que cela ne pourrait pas gêner tous ceux qui sont en train d'activer le terrorisme, de se servir de cet épouvantail pour faire peur aux gens? Est-ce que vous pensez qu'ils vont voir d'un bon œil l'émergence d'un tel pays qui est en Europe quasiment et qui pourrait demain devenir donc valeur d'exemple? En tout cas, l'hypocrisie occidentale, nous l'avons connue bien avant l'exemple turc. Dans l'une de nos débats, dans nos émissions, si vous vous souvenez, si Jamal, j'avais déclaré que la première évolution qu'il y a eu ces dernières années dans le monde arabe, c'était la Palestine. Et lorsque le mouvement Hamas est rentré dans le jeu des élections, et après avoir été pendant des années un mouvement de résistance, c'est valable, c'est le cas aussi de Nahda en Tunisie, c'est le cas du Hezbollah au Liban, le monde occidental avait cru que imposer
la nécessité de ces mouvements de résistance de s'inclure dans un jeu institutionnel pouvait suffire pour que ces mouvements de résistance disparaissent. Le contraire s'était produit. Harakat Hamas, elle participe dans une élection en Palestine sous la surveillance de la communauté internationale, notamment de tous les organismes électoraux des droits de l'homme, de la démocratie de l'Occident, et qu'après la victoire du Hamas, plutôt de la Palestine, qui a su organiser l'une des élections démocratiques les plus intéressantes du monde arabe. La réaction fut immédiate, c'est l'embargo, c'est ne pas laisser se reproduire un tel exemple de la démocratie, d'une élection transparente et démocratique dans le monde arabe. Et je pense avec la complicité des régimes du monde arabe, on a vu également un coup d'État militaire violent qui s'est produit en Égypte contre Morsi, qui fut élu démocratiquement par les Égyptiens. Bien sûr, c'est clair que l'Occident ne voit pas de bon œil l'émergence de démocratie qui soit pratiquée par des populations musulmanes, par des pays musulmans, par des pays qui sont en train de défier le sous-développement, autant par leur intelligence en matière économique, mais également par leur adoption courageuse de la procédure démocratique comme système de gouvernance, comme système de gestion. On voit bien que l'Occident soutient, d'ailleurs en contradiction avec les valeurs qu'il proclame, des régimes de dictature, des régimes constitués de groupes mafieux, de groupes violents, etc., dans beaucoup de pays arabes, mais à chaque fois, ils voient d'un mauvais œil des expériences démocratiques émergentes, mis à part le cas tunisien, on discutera un jour sur le débat avec tous ces contours, mais en tout cas, dans la région, on a bien vu l'exemple égyptien, l'exemple algérien, l'exemple palestinien, qui ont été avortés par des régimes d'abord en place qui n'ont pas accepté que les républiques soient véritablement le pouvoir du public, et l'Occident également avec sa complicité. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être heureux de voir émerger, de voir se pratiquer la démocratie à côté de chez nous, chez les Turcs. Ça peut quand même donner à réfléchir aux populations, mais également au régime de la région. Alors, une autre question, Karim Tabou, avant de passer aux autres invités. Certains observateurs, certains analystes affirment que si Erdogan a anticipé les élections, puisqu'elle était prévue pour novembre 2019, c'était pour pouvoir renforcer ses pouvoirs avant que la crise ne s'accentue, parce que la Turquie semble aller vers une aggravation de la crise économique et financière. Et d'un. De deux, il reproche au président turc d'avoir fait en sorte, à travers le référendum constitutionnel, de renforcer ses pouvoirs, puisqu'aujourd'hui, il a été élu, en fait, pour deux charges. Il est président de la République et en même temps chef du gouvernement, puisque la Constitution lui permet aujourd'hui de cumuler les deux fonctions. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tabou? Bien sûr que cette situation et puis la révision constitutionnelle a été faite dans un climat de prudence, mais surtout de climat par lequel la Turquie voulait se prémunir de toute tentative de renversement de régime. N'oublions pas qu'il y a environ une année, une tentative puissante, importante, d'envergure de renverser le régime a eu lieu, avec, entre parenthèses, le silence pendant plus de 24 heures de toutes les puissances occidentales, entre celui qui observait et qui souhaitait que le coup d'État réussisse, et ceux qui timidement avaient exprimé le soutien après avoir constaté que le coup d'État a été mis en échec. Bien évidemment qu'en Turquie, il y a des critiques à émettre, autant en direction d'Erdogan qu'en direction de son régime. Sur le plan tactique, anticiper une élection n'est pas un problème en soi. Pour peu que les règles démocratiques soient
respectée et que les libertés soient respectées et que la voix de la minorité, ceux qui ne gagnaient pas les élections, puissent bénéficier des espaces d'existence, des espaces d'expression, des espaces de liberté. Bien sûr, c'est une situation qui n'est pas parfaite, mais attention, ne pas amplifier ces éléments qui relèvent de la critique objective qui fait que la Turquie, dans son contexte actuel de la région, des conflits qui minent la région, je pense qu'elle a tout le droit de se passer de ces détails pour rester debout et faire face à tous ces défis. Restez avec nous, Karim Tabou, Badreddine Guerfa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes un cadre du FIS. Je ne dis pas ex-cadre de l'ex-FIS, je dis cadre du FIS, puisque beaucoup d'Algériens ne reconnaissent pas la dissolution de ce parti qui s'était présenté à des élections législatives, qui avait remporté une victoire après des élections libres et honnêtes, peut-être les seules de l'histoire de l'Algérie post-indépendance. Badreddine Guerfa, votre parti, donc comme je viens de le dire, en 1991, s'est vu refuser l'approbation de la volonté populaire. Et nous connaissons la suite, toute cette cohorte de tragédies qui a coûté au pays quasiment 250 000 de morts, sans compter les autres tragédies, disparition de 20 000 personnes, torture, enlèvement, séquestration, viol. Et ça a été le cas aussi pour la Tunisie. Et cela a été le cas aussi pour l'Égypte. Et cela a été le cas aussi pour la Palestine. Tous ces pays qui ont vu émerger des formations politiques désignées, élues par le peuple, ont donc interrompu ces processus électoraux d'une façon ou d'une autre, souvent de façon tragique. Aujourd'hui, pourquoi, comment expliquez-vous que le même topo, le même processus, la même suite logique n'ait pas été appliquée à la Turquie? Je vous remercie, M. Jamel. Je vous remercie aussi pour votre remarque que beaucoup d'Algériens ne reconnaissent pas que le FIS soit dissous par un régime militaire. Je voudrais نبارك الشعب التركي pour ces éclatantes victoires de ce peuple qui a fait beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité. C'est le peuple turc qui en sont grandis. Et au nom des cadres du FIS et de tous les sympathisants du FIS aussi, tous les Turcs à la Goulane. Et après, je dirais que je suis tout à fait d'accord, premièrement, avec l'analyse de Karim Tabou, que je salue au passage. Mais je voudrais vous faire remarquer que la comparaison entre la Turquie et l'Algérie, il y a des points de concordance et des points de divergence. Erdogan n'est pas une étoile qui est tombée du ciel, ni son parti d'ailleurs. N'oublions pas qu'en Turquie, même du temps des militaires, les élections n'ont jamais été falsifiées. Il y a le bourrage des urnes. Contrairement au monde arabe, où il y a une quasi-totalité de régimes de dictateurs. Bon. La Turquie aussi, on connaît quelques Jamaldine, et je le dis aux téléspectateurs, il y a eu aussi beaucoup d'événements, il y a eu des prisonniers, il y a eu, n'oublions pas que l'affaire de Al-Bakr, a eu cette histoire. Al-Bakr a été Premier ministre, Eschwitz, qui est de gauche, a été Premier ministre, mais c'est la même chose avec les militaires. Mais la chose primordiale, à mon avis, c'est que le groupe d'Erdogan a réfléchi, a analysé les échecs multiples
pas de leur parti, mais ces arrêts des militaires de toutes ces volontés populaires. Ils sont arrivés, à mon avis, il y a une natija, il fallait, au lieu de parler, il fallait travailler. Ils ont eu tout le courage, je le dis pleinement en tant qu'islamiste, ils ont eu le courage de dire, nous sommes un parti laïque, parce qu'ils ont une constitution laïque. Et ils ont compris que le peuple turc, كان في حاجة إلى ازدهار ورفاهية progrès, il fallait qu'ils يخدموا الشعب التركي. Bien sûr, avec tous ces résultats époustouflants de ce parti Galazala, vous voyez maintenant que les Turcs, sans être islamistes, ils votent et ils revotent pour Erdogan et son parti. Comment se fait-il que ces forces qui ne veulent pas que l'islamisme passe ou qu'il soit seulement admis comme, comment dirais-je, soluble dans la démocratie? Ça veut dire qu'ils ne veulent même pas entendre parler de ça. Et ils ont leurs érodicateurs qui sont aux avant-gardes, qui tentent de faire passer l'idée que l'islamisme n'est pas soluble dans la démocratie. Or, comment expliquez-vous que ces forces occidentales surtout, mais pas seulement, n'aient pas réussi ce qu'ils ont réussi en Algérie, en Égypte, en Palestine, un peu partout là où ont émergé des volontés islamisantes? Pourquoi? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Lors du coup d'État de 2016, de juillet 2016, de la tentative de coup d'État, il y a eu de la soldatesque dans la rue, des tanks, des chars, des avions qui survolaient, parce qu'ils misaient sur une grande partie du peuple turc qui n'était pas islamiste, pour l'entraîner dans une insurrection qui aurait permis à l'armée de prendre le pouvoir de façon globale et intégrale. Or, ce qui a été remarqué, c'est que les laïcs turcs ont été les premiers à se battre et à monter au front pour empêcher le coup d'État. Comment expliquez-vous ça? Voilà. Il y a plusieurs points qui j'avais dit. Premièrement, il y a les résultats. Quand un peuple, je vois, يشوف نفسه تغير وضعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتربوي والتعليمي إلى غير ذلك, c'est des résultats. Et la politique, ce sont des résultats. Le problème idéologique, il passe en deuxième rang. Donc, on ne peut pas imaginer. Le peuple turc, ce n'est pas le peuple arabe, soyons quand même raisonnables. الشعب التركي شعب عنده تاريخ. N'oublions pas que c'était l'Empire ottoman, الخلافة العثمانية. C'est un grand peuple, un grand pays. C'est un pays qui est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Et puis, l'intelligence de Erdogan et ses compagnons, ils sont partis, c'est qu'ils ont pu maîtriser l'armée turque en demandant à l'Union européenne leur intégration à l'Union européenne. Et vous savez très bien, pour entrer à l'Union européenne, il y a plusieurs normes. Et là, la démocratie. Mais nous savons très bien, Bodardin Gerfa, nous savons très bien que cela ne sera jamais accepté. Jamais la Turquie ne sera membre de l'Union européenne. Vous le savez très bien. Vous le savez. Oui, je le sais très bien. Et maintenant, vous voyez très bien, si Jamal Din, que la Turquie n'insiste plus sur l'Union européenne, l'entrée à l'Union européenne. L'Union européenne maintenant est en crise. Et la Turquie, elle fait des progrès énormes. Donc, contrairement aux peuples arabes, les peuples arabes et les régimes arabes, ce sont des régimes qui n'ont pas de tradition démocratique, absolument pas de tradition démocratique. C'est le bâton, c'est l'armée, c'est la baïonnette. Mais la Turquie non plus, la Turquie non plus n'a jamais eu de tradition démocratique réelle, ancrée sur une vraie réalité démocratique. Ça a toujours été un régime très autoritaire. Je vous pose la question, est-ce qu'on peut, même du temps de l'armée, est-ce qu'on trafiquait les élections? Souvenez-vous que
que tous les partis, le résultat tournait autour de 20%, 18%, 19%. C'est une réalité. L'armée n'intervenait qu'au nom de la laïcité présumée à travers des petits trucs qu'ils faisaient. Ils arrivaient à démanteler les gouvernements élus. Il y a des progrès, il y a des hikayas. Les Algériens ou les Algériens et les Arabes, mais il y a une chose que je suis d'accord avec Karim Tabou. L'Occident, l'hypocrisie de l'Occident est maintenant واضحة عند الشعوب العربية. L'histoire est là. L'Occident, les États-Unis, ont construit tous leurs progrès sur le dos en Amérique des Indiens et ainsi de suite. Et en Europe, c'est pareil. Et ils ne croient pas à la volonté populaire. Alors je dirais autre chose. Ce n'est pas l'islamisme qui les inquiète. Peut-être qu'il les inquiète un petit peu. Ce qui les inquiète beaucoup chez les Khawafom, c'est la volonté populaire. Ils ne veulent pas que les peuples arabes s'émancipent. C'est ça le gros. Contre les peuples. C'est ce qui s'est passé en 92 en Algérie. Je suis persuadé que si le FFS avait gagné les élections en 92 avec un score éloquent qui m'intéresse, il ne serait pas passé. Et la France, dans tout ça, est le maître d'œuvre de toutes ces aventures malheureuses. Badreddine Guerva, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très, très intéressant. Vous avez dit, le parti AKP dit toujours, affirme qu'il est un parti laïque. Donc c'est un parti islamiste, tout le monde le sait, mais qui non seulement ne se revendique pas, mais qui s'affirme laïque, pour respecter la République et la constitution de la République turque. Or, et la même question, je vais la poser à Karim Tabou d'ailleurs. Or, beaucoup de gens ignorent que la laïcité en Turquie n'est pas la même que celle en France, par exemple. En France, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Séparation nette, claire. En Turquie, ce n'est pas le cas, même du temps de Mustafa Kemal. C'est la mise sous contrôle, la laïcité veut dire, la mise sous contrôle, la domestication de l'islam par l'État. Au point où il y a, même du temps de Mustafa Kemal, une direction des affaires religieuses, le Diyanet, qui relève du cabinet du chef du gouvernement. Maintenant, ce n'est guère différent. C'est la même chose quasiment. L'AKP, qui se dit un parti laïque, n'en contrôle pas moins la religion à travers le Diyanet, à travers la direction des affaires religieuses. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne formule, que c'est une formule religieuse qui, sans priver les Turcs de leur tendance à la religiosité, n'en conserve pas moins le contrôle sur un vecteur très puissant pour le contrôle des populations? La politique a sa logique. Le peuple turc, c'est un peuple musulman. Ça, c'est clair. C'est ni le peuple français, ni le peuple américain, ni le peuple allemand. Et donc, on ne peut pas copier. Les démocraties ne sont pas, c'est pas des clonages. Donc, chaque peuple a son histoire, a son évolution dans l'histoire, a ses hommes, a ses traditions, etc. Donc, comme je dirais que le peuple algérien ne peut pas être ni français, ni iranien, ni américain, il n'est qu'algérien. Il a son histoire millénaire. Donc, alors c'est ce que je dois dire. En plus, et c'est primordial pour moi, c'est que, à la différence des partis qui sont en Turquie, au Chili, ou au Portugal, du temps de la révolution des oeillets, c'est qu'il y avait des hommes politiques et des partis politiques. Et, malheureusement, en Algérie ou en Égypte, il n'y a pas de parti politique. C'est la réalité. Il n'y a pas de classe politique. On parle de laïcité, on parle d'islamisme, on parle des démocrates, on parle de... Mais tout ça, c'est... Ouais, le Mackenzie, pour moi, rien du tout. C'est à refaire.
c'est à refaire. Et je pense qu'une révolution des peuples, et on la voit, elle est là, on la voit. Il n'y a pas de changement, à mon avis, sans douleur. Nous espérons, je parle de l'Algérie, que cette transformation, ces changements pacifiques se feront avec le moins de douleur possible. Mais la douleur, فيها يا سي جمال الدين ما نكذبوش على انفسنا، ما نكذبوش على شعبنا، ما نكذبوش على تاريخنا وعلى مستقبل الاجيال. Maintenant, la classe politique italienne, il faut avoir le courage d'analyser, de se remettre en cause, de faire des projets d'avenir. C'est ce que nous essayons de faire maintenant au FIS, au moins dans une frange où il y a une catégorie de cadres du FIS, on réfléchit, on analyse, on compare, on essaie de voir quelles sont les meilleures solutions pour sauver notre peuple et notre pays. Il n'y a que le Coran qu'on ne peut pas changer. Mais les projets politiques, ça change, mais dans la liberté et dans la justice, sans contrainte. Restez avec nous, Badreddine Guerfa, je reviens à vous dans un moment. J'aimerais, quand je reviendrai vers vous, vous demander de nous dire ce que vous auriez fait, si vous pouviez revenir en arrière, qu'est-ce que vous auriez fait en 1990, vous, en tant que formation politique islamiste, et qu'est-ce que vous n'auriez pas fait? Je reviens à vous dans un moment, Badreddine Guerfa. Karim Tabou, je vais vous poser la même question. La laïcité en Turquie, ce n'est pas la même appréhension qu'en France, par exemple. En France, c'est la séparation de l'Église et de l'État. En Turquie, ce n'est pas ça du tout. En Turquie, la religion est mise en quelque sorte sous contrôle par le biais d'une direction, Diyanet, direction des affaires religieuses, qui est placée sous la direction du gouvernement, tout simplement. C'est un peu, à la limite, un peu comme du temps de Boumedienne, quand il recevait les mosquées des ronéo-typés. Mais sinon, ce que je voudrais vous demander, Karim Tabou, surtout, la Turquie a toujours eu la religion au centre. C'était le cœur battant de sa civilisation, de son existence. Attendez que je vérifie la date, en 1453, les Ottomans ont pris Constantinople. Constantinople qui était la capitale de l'Empire romain chrétien. C'était la ville de la chrétienté, la capitale de la chrétienté. Ils l'ont prise et elle est devenue Istanbul. Pendant l'Empire ottoman, pendant tout l'Empire ottoman, des siècles, la religion et l'État étaient fusionnés à un point inimaginable, au point où il y avait un calife et un sultan. Et après, lorsque Kemal Atatürk et les jeunes officiers ont pris le pouvoir, ça a été donc la domestication de cette religion et, d'une certaine manière, l'oblitération de toutes les valeurs islamistes qui étaient trop apparentes et qui faisaient de l'ombre à l'État. Puis maintenant, depuis ces dernières années, ce sont les islamistes qui sont revenus au pouvoir et qui, tout en acceptant de s'inscrire dans des cadres laïques vus depuis la Turquie, façon turque, et donc la religion a toujours été au cœur de l'existence turque, de la civilisation turque. Et aujourd'hui, même la laïcité, cette laïcité dont on parle, cette laïcité dont se revendique le parti islamiste lui-même, l'AKP, en fait, c'est une laïcité qui se fonde sur la religion. Oui, bien sûr. Malheureusement, dans le vécu algérien, on a toujours importé des concepts et une grande partie de l'opinion qui se revendique de ces concepts et dans l'absence d'ancrage et de réalité de la société algérienne dans ces concepts-là, nous avons une partie de l'élite algérienne qui préfère s'allimer à l'Occident, s'allimer à la France et s'improviser comme ça courant politique. Et dans les faits, la réalité de tous les jours, c'est que cette partie de l'élite, entre guillemets,
s'était retrouvé tout simplement en train de justifier, de soutenir le coup d'État contre la volonté populaire sous justement le prétexte fallacieux de laïcité et de préservation de la République et de sauvegarde de la République. Nous avons vécu toute une histoire sur ce sujet-là. Malheureusement, une partie de l'opinion de l'élite algérienne qui s'est improvisée pendant des années comme étant élite moderniste, progressiste, laïque, c'était tout simplement proclamée avec de tels concepts parce que elle était tout simplement contre les islamistes. Et beaucoup avaient cru que le fait d'être contre les islamistes était suffisant pour se proclamer démocrate, laïque, progressiste, moderniste, etc. Et c'est ça qui fait, je suis d'accord avec notre ami Delfa, qui disait que chaque société, elle a ses concepts, et là, ces processus qui ont abouti à ses valeurs et puis à sa formation dans le processus historique. Je voulais quand même donner une petite remarque sur l'évolution et la demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Personnellement, et ça reste un point de vue personnel, je ne pense pas qu'Erdogan tient beaucoup à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Par contre, effectivement, dès son arrivée au pouvoir, il a trouvé un système politique d'abord sous domination quasi intégrale par des officiers de l'armée, par des généraux de l'armée, lesquels généraux s'étaient pendant des années autoproclamés protecteurs du système laïque et de la tendance moderniste du système turc. Je pense que Erdogan a été intelligent en mettant à l'épreuve ses militaires, en disant oui, vous avez des amis, vous dites que les Occidentaux sont vos amis, vous dites que les capitales occidentales sont vos amis, ils vont vous protéger, ils vont vous aider, nous allons demander l'adhésion à l'Union européenne. Et la réponse de l'Union européenne fut une défaite cinglante des militaires en interne en Turquie, parce que finalement, Erdogan a bien prouvé à ses militaires que la seule protection possible du système politique en Turquie, c'est le soutien de la population. Sans front intérieur puissant, sans démocratie, sans recours permanent à la population, aucune capitale occidentale ne peut apporter le soutien au moment de crise et au moment où il faut. Je pense que ce jeu-là a été un jeu très intelligent d'Erdogan qui a mis à l'épreuve... Mais justement, Karim Tabou, qui proclamait, Karim Tabou, soutenir les militaires turcs, mais également le système turc qui croyait qu'à travers les militaires, il pouvait avoir des garanties et des solidarités de l'Occident. Mais justement, Karim Tabou, justement, sans le front intérieur, sans l'adhésion massive des Turcs, il pourrait y avoir des problèmes et même peut-être, à Dieu ne plaise, des dislocations. Justement, en ce moment, la Turquie est en train de s'acheminer, doucement peut-être, mais sûrement, vers des jours moins prospères. La livre turque est en train de se déprécier fortement par rapport au dollar. La crise économique s'installe. Les investissements directs étrangers se font de plus en plus rares, comme si quelque part il y avait une consigne de ne plus investir en Turquie. Qu'est-ce qui se passerait si demain l'économie turque, qui a jusque-là porté l'AKP et Erdogan, si l'économie venait à s'effondrer, à Dieu ne plaise? Karim Tabou? S'effondrer avec une telle rapidité, je pense que Erdogan et les Turcs et les gens qui gèrent cette dimension-là de l'économie, ça vient se projeter, se mettre et mettre leur jeu dans le jeu des autres. Peut-être c'est une des armes qui fut explorée pour justement menacer et affaiblir cette démocratie. Je ne pense pas qu'elle puisse aboutir à l'effondrement d'une démocratie fondée sur
la consultation du peuple et puis la volonté du peuple qui est très présente dans toutes les décisions qui se prennent. Par contre, ce que nous voyons, c'est que il est évident et c'est même naturel qu'un peuple puisse aboutir, réussir des années de développement, de bonheur, de bien-être social et économique, puisse exiger plus. Et le niveau de vie des Turcs aujourd'hui, malgré la crise, est très au-dessus de la majorité des pays, puisque aujourd'hui, les organismes internationaux, pour l'année 2017, avaient bien classé la Turquie parmi les pays où il fait bon vivre, où il fait le climat des affaires est relativement intéressant, malgré, j'allais dire, quelques mesures qui relèvent peut-être un peu technique, de la manipulation technique de la gestion de la monnaie, mais d'une manière générale, je ne pense pas que l'économie turque soit aussi vulnérable au point de subir de telles secousses et qui risquent donc de connaître un effondrement. Je pense que la démocratie turque, le peuple turc, l'économie turque est un tout qui peut résister à toutes ces secousses et à toutes ces menaces. Karim Tabou, une question qui n'a rien à voir avec la Turquie, mais c'est une information qui vient de tomber, qui sera probablement, très vraisemblablement, notre sujet de demain. C'est tellement important. Le DGSN, le directeur général de la Sûreté nationale, vient d'être limogé. Il a été limogé après avoir fait une déclaration hier en apprenant que c'était l'armée qui non seulement avait éventé cette affaire de cocaïne, de 7 quintaux de cocaïne, et donc tout le monde a vite compris que c'était une histoire de règlement de compte entre clans. Il a déclaré hier publiquement, en apprenant que c'était la gendarmerie, le général de la gendarmerie qui allait enquêter sur l'affaire, il avait déclaré ceci, il avait été dit, pour mener une telle enquête, il faut être soi-même propre. Aujourd'hui, il a été limogé. Qu'est-ce que vous en pensez? En 2 minutes, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'informations, mais en tout cas, souvenez-vous, avant la nomination de Hamel, on a eu une histoire particulière de l'exécution du DGSN dans son propre bureau. Et on nous a raconté des histoires qu'il s'agissait d'un simple règlement de compte entre officiers de la police. Et on a bien exécuté le chef de l'État en direct à la télévision. Et on nous ramène un psychiatre qui écrit un livre et qui dit que Boumarafi avait accompli son acte parce qu'il était pris de démence, parce qu'il était... Bon, je pense que ce sujet est tellement vaste et tellement compliqué que le pays vit aujourd'hui une situation floue, une situation de crise, et que finalement, le mot d'ordre qui fut porté dans tous les médias, dans toutes les voies officielles, de la réconciliation nationale, qui était l'objectif numéro 1 du président de la République. Aujourd'hui, on voit bien que la réconciliation n'est même pas réussie en interne au régime. Et on voit les tiraillements, les crises, les clans, les groupes, les personnes qui sont en train de s'entre-déchirer au sein même du pouvoir et que malheureusement, le peuple est devenu l'otage de ces luttes, l'otage de ces conflits. Et le pays est à la traîne. L'Algérie est à la traîne, malheureusement. On vient d'évoquer un événement démocratique majeur dans un pays qui est la Turquie. Et quand on regarde chez nous, c'est tout le contraire. On regarde tristement notre pays avec des conflits infinis et puis des crises qui n'arrivent pas à sortir le pays de ce piège. Merci Karim Tabou, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Badreddine Guerfa, si vous, votre parti, pouviez revenir en arrière, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous n'auriez pas fait? Si jamais je dis, j'aime pas revenir en arrière, je préfère, en regardant mon rétroviseur, fixer l'avenir. Bon, en 30 secondes, ce qu'on a fait en un temps record, on l'a fait dans les APW et les APC, et nos résultats sont là. Pas
vont entrer en prison pour mauvaise question, ou veulent, comme on le voit maintenant par milliers. Nous voulions instaurer quelque chose de primordial dans l'histoire d'Algérie, c'est la justice sociale. D'ailleurs, comme le disait Talib Ibrahim dans son témoignage, le fils, par l'intermédiaire de Hachani, avait prévu que 3 ministères ne suffisaient, la justice, le travail et l'éducation. Je voudrais dire, si jamais le pays, pour sortir de ce barrage, de ce qu'on a fait, cette nouvelle, mais le DGSN qui est limogé, ou le Busquet qui est assassiné il y a quelques années, et toute ce mélange, cette marmelade, nous sommes dans un film de Hitchcock. Il faut revenir à la laïcité populaire. C'est nous, le fils, le plus grand talent d'Ahla. Il faut que les Israéliens يتكلموا مع بعض. لازم un comté où les Algériens vont se parler, يتكلموا pour voir ce qui s'est passé في بلادنا. الشعب الجزائري les jeunes يعرفوا وش في بلادهم باش يحدوا سياسة بلادهم باش يمنعوا ces millions de jeunes pour, au lieu de parler de la Turquie que nous aimons d'ailleurs, nous parlerons de cette jeunesse تاعنا اللي لازم تعيش لازم تقرا لازم دير la politique لازم تعرف معنى le politique لازم يكون عندها des projets d'avenir. Le problème, ce n'est pas le fils ou la IFFS ou la République, c'est ce peuple qui a plus de 2000 ans d'histoire, ce peuple, les Hadro, ce peuple, les Azlo, ce peuple, les Rjo, Merzala, dont le cancer des nations. Donc c'est ça le plus important. Ce n'est pas un problème idéologique. Merci, Madame Dengelfa. Permettez-moi de vous interrompre. Nous avons débordé sur notre temps. Je rappelle, merci à vous, Madame Dengelfa, merci à Karim Tabou, merci à vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je voudrais juste vous rappeler que M. Abdelghani El Hamel, DGSN, a été limogé. Hier, il avait déclaré en apprenant que c'était la gendarmerie qui allait s'occuper de la gravissime affaire de saisie de 7 quintaux de cocaïne dans le port d'Oran. Il avait dit que pour mener une telle enquête, il fallait être soi-même propre. Déclaration lourde de sens, particulièrement quand on sait l'affaire Zinjabil, qui parlait aussi de trafic de cocaïne et de kiff dans les années 2000, et dans le baron, dans le parrain, était un général-major aussi. Khawa la khair, b'slama.